Première technique de typage HLA que vous devez connaître, c'est le typage tissulaire sérologique, qu'on appelle aussi la microcytotoxicité lymphocytaire. Alors, comment ça se déroule? Ça se déroule dans des microplaques avec différents puits. Et dans chacune de ces plaques, nous allons mettre les cellules à typer, donc des lymphocytes. Je vous ai dit que c'était ce qu'il y avait de plus facile à récupérer chez les patients. Donc soit du donneur, soit du receveur, peu importe. Le typage se fait chez les deux individus, séparément. Et on va rajouter les réactifs suivants. Dans chaque cupule, on va rajouter un anticorps spécifique d'un type d'antigène HLA, par exemple anti-antigène A à l'aile 1, anti-antigène A à l'aile 2, anti-antigène A à l'aile 3, etc. On va rajouter du complément et on va rajouter un colorant vital qui pénètre dans les cellules mortes. On laisse incuber quelques minutes et on lui ensuite au microscope, après quelques heures, on regarde l'aspect des lymphocytes, on regarde si les lymphocytes sont colorés ou non par le colorant vital. Donc on regarde si le colorant vital a pénétré dans les cellules. Ce qui est le cas ici pour la cupule qui contient l'anticorps anti-HLA-A4. Sur cette diapo, vous avez à droite le schéma à l'échelle moléculaire du principe de la réaction qu'on peut vous demander. Alors ici, vous avez en bleu donc le lymphocyte atypé qui exprime donc éventuellement l'antigène HLA-A4 dans cet exemple-là. J'ai pris l'exemple de la cupule pour laquelle on voit que les lymphocytes sont colorés en bleu. Très arbitrairement, je l'ai mise en bleu, mais en fait, ce sont les lymphocytes qui sont colorés en bleu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cupule? Eh bien, vous avez eu reconnaissance par les anticorps anti-HLA-A4 qui étaient placés dans cette cupule de l'antigène HLA-A4 présent sur les lymphocytes, d'où activation du complément par la voie classique, puisque l'anticorps est fixé ici sur une particule, activation du complément par la voie classique qui aboutit à la formation du complexe d'attaque membranaire, d'où entrée du colorant bleu. Dans cette cupule, cela signifie que le colorant a pénétré dans les lymphocytes et la conclusion, c'est que les lymphocytes testés portent à leur surface l'antigène HLA-A4, ce qui n'est pas le cas dans les autres cupules pour lesquelles on n'observe pas de coloration bleue des lymphocytes. C'est la même idée qui est représentée sur cette diapo. Vous avez donc l'anticorps qui est fixé sur un antigène HLA, exprimé par le lymphocyte qui est ici. Donc du moment qu'il y a eu reconnaissance et complexe entre l'antigène et l'anticorps, activation du complément, lyse de la cellule, perforation de la cellule, d'où entrée du colorant vital dans cette cellule. Sur cette diapo, vous avez en fait un schéma qui vous représente ces plaques de typage HLA. Par exemple, vous avez une technique qui s'appelle la technique de Terasaki. Et donc, vous avez chez le patient prélèvement des cellules mononucléées, des lymphocytes, ajout dans chacune des cupules d'anticorps de spécificité connus contre un antigène HLA donné, ajout du complément, et on lit au bout de quelques heures d'incubation. Deuxième technique de typage, c'est la réaction lymphocytaire mixte, qui tombe moins souvent à l'écrit, mais malgré tout, elle est à votre programme. Et dans réaction lymphocytaire mixte, vous avez la notion de mixte, c'est-à-dire qu'il y a dans les cupules un mélange de lymphocytes. Vous avez en effet deux types de lymphocytes d'origine différente. On va retrouver bien évidemment les cellules que l'on cherche à typer, cellules du donneur ou de receveur, donc dont on veut connaître l'antigène HLA à la surface, qui sont des lymphocytes, parce que c'est plus facile, je vous l'ai dit, de récupérer des lymphocytes, que l'on place dans les puits d'une microplaque. Alors, on va dire que ces cellules sont des cellules répondantes. Donc, ce sont les cellules du donneur ou du receveur qui sont placées dans des microplaques. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à tout à l'heure. Ce qui change, ce sont les réactifs que l'on va placer dans les cupules. Nous allons mettre de la thymidine radioactive, qui, je rappelle, la thymidine est une base qui va être intégrée à l'ADN des cellules si elles ont besoin de faire de la réplication. Et on va intégrer aussi dans les cupules des cellules dites de typage ou cellules stimulantes, qui sont des lymphocytes de phénotype HLA connus. Donc ça, c'est un réactif, on connaît l'antigène HLA sur la cellule. Et ces cellules ont subi un traitement particulier pour les empêcher d'entrer en mitose. Elles sont incapables de se diviser. On laisse en culture pendant 6 jours ces réactifs avec les cellules atypées. Et au bout des 6 jours, on va mesurer la radioactivité dans la cupule. Le principe, c'est que dans chaque cupule, si la thymidine radioactive
a été incorporée dans le lymphocyte atypé, donc la cellule atypée. Cela signifie que cette cellule a été activée et qu'elle s'est multipliée, puisque je vous rappelle que la suite de l'activation clonale dans la réaction immunitaire, c'est la prolifération clonale qui implique des mitoses et donc des réplications de l'ADN. Si cette cellule a été activée, c'est qu'elle a été en contact avec du non-soi. Qu'elle a été donc activée, elle a reconnu quelque chose qui correspondait à du non-soi dans la cupule. Elle est du coup rentrée en mitose et a réalisé des réplications et a donc intégré la thymidine radioactive. Sur cette image, vous avez des exemples de résultats. Donc arbitrairement, j'ai représenté en gris des cupules qui présentent une radioactivité qui a été intégrée dans les cellules atypées. Donc ici, vous avez par exemple la majorité des cupules, il y en a 5 sur cette diapo, dans lesquelles les cellules atypées sont devenues radioactives. Et on a dans ces cellules mis des cellules donc de type DP1, DP2, ça c'est DP, c'est un antigène HLA de classe 2. Je rappelle que ces cellules donc de typage sont de phénotype connu. On sait quels antigènes HLA elles expriment à leur surface. Et on constate qu'en présence de chacun de ces types de cellules, il y a une cupule dans laquelle les lymphocytes atypés, donc du donneur ou du receveur, ne se sont pas multipliés, n'ont pas incorporé de radioactivité, donc n'ont pas été activés par la cellule de typage DP3. Sur cette diapositive, donc on voit le schéma du principe de la réaction à l'échelle moléculaire. Donc, dans le dessin de droite, vous retrouvez donc dans les cupules un mélange de deux cellules, les lymphocytes que l'on cherche à typer, donc sur lesquels on ne connaît pas la molécule HLA, et la cellule de typage, qui est une cellule dont on connaît le phénotype HLA, donc on sait quel antigène elle porte. Ici, vous avez l'antigène DP3, qui est un antigène HLA de classe 2. Et je vous rappelle que cette cellule est traitée de façon à ne pas pouvoir se multiplier. Donc, dans le cas de la cupule, ici avec la cellule DP3, on s'aperçoit que les lymphocytes atypés n'incorporent pas la thymidine radioactive, qui va être éliminée de la cupule par un lavage, en fait. Donc, il n'y aura pas de radioactivité dans cette cupule, ce qui signifie que ce lymphocyte n'a pas été activé. S'il n'a pas été activé, c'est qu'il n'a pas reconnu la cellule de typage comme étant du non-soi. Et pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que, si vous regardez, ça signifie que le lymphocyte atypé porte sur sa membrane plasmique le même antigène HLA de classe 2 que la cellule de typage. Il n'a pas été activé puisqu'il reconnaît en fait quelque chose qui correspond au soi, donc pas de multiplication clonale, ce qui veut dire pas de mitose, donc pas de réplication de l'ADN, donc pas d'incorporation de la thymidine radioactive dans ce lymphocyte. Donc dans toutes les autres cupules dans lesquelles on voit que les lymphocytes atypés sont devenus radioactifs, c'est qu'ils ont activé et ils ont intégré dans leur ADN la thymidine radioactive lors des mitoses nécessaires à la phase d'expansion clonale. Donc dans ces cupules, ça signifie que le lymphocyte atypé n'a pas l'antigène HLA correspondant à la cellule de typage. Donc on en conclut ici dans ce cas de figure que les lymphocytes testés portent à leur surface l'antigène HLA DP3. On aborde sur cette diapositive les traitements immunosuppresseurs, donc qui ont pour objectif de mettre la réponse immunitaire du receveur complètement en sourdine, donc de mettre le receveur en état d'immunodépression de façon à bloquer complètement sa réponse immunitaire contre le greffon ou le transplant, pour augmenter les chances de survie de ce greffon ou de ce transplant dans la mesure où la compatibilité complètement à 100% sur le système HLA entre donneur et receveur est quasiment impossible. Donc on est obligé, même si on prend deux individus le plus proche possible, le plus histocompatible possible au niveau HLA, de donner à l'individu receveur un traitement immunosuppresseur. Vous devez connaître deux molécules et deux mécanismes immunosuppresseurs, c'est demandé à l'écrit. Vous avez en rouge des noms que vous pouvez retenir, la cyclosporine A, qui est un immunosuppresseur qui bloque la synthèse d'interleukine 2 par les lymphocytes T4. Or, vous savez que l'interleukine 2 est une interleukine activatrice, donc vous bloquez en fait quasiment toute la réponse immunitaire adaptative. Et vous avez le cas des corticoïdes, vous pouvez retenir que ce sont des anti-inflammatoires, donc ils bloquent toute la réaction inflammatoire, et ils inhibent aussi la synthèse d'un certain nombre d'interleukines, donc ils bloquent également l'ensemble de la réponse immunitaire adaptative.
Le gros inconvénient de ces traitements immunosuppresseurs, c'est que, comme leur nom l'indique, ils induisent un état d'immunosuppression chez le patient receveur, mais cette immunosuppression n'est pas sélective et elle va toucher l'ensemble de la réaction immunitaire du patient receveur et pas uniquement la réponse contre les cellules greffées. Donc les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur sont immunodéprimés et vont pouvoir déclarer des infections chroniques à des germes anodins parce que leur système immunitaire est complètement mis en sourdine, comme je le disais. Ces traitements immunosuppresseurs sont donc très lourds à supporter pour le patient receveur et doivent être pris toute la vie, donc ça dure la vie entière. Si le patient arrête son traitement immunosuppresseur, l'immunité va reprendre le dessus et il y a un risque important de rejet du greffon ou du transplant. Donc ce sont des traitements très difficiles pour le patient receveur qui va développer des infections fréquentes, qui peut aussi développer des cancers puisque comme on le verra un petit peu plus tard dans l'année, l'immunité joue un rôle dans la prévention du développement de tumeurs. Même si les cancers se déclarent, en fait, on a très fréquemment des micro-tumeurs qui sont neutralisées par notre système immunitaire. Une autre possibilité d'induction d'un état de non-rejet du greffon ou du transplant s'appelle l'induction de tolérance. Alors c'est tombé une année à l'écrit, bon, c'est un petit peu des questions dans les coins de tiroir du programme, mais bon, ça arrive. En quoi ça consiste l'induction de tolérance? Eh bien, en fait, on s'est aperçu que l'injection par intraveineuse de quantités importantes d'antigènes, par exemple d'antigènes du donneur chez le receveur, conduisait à la disparition des cellules, des lymphocytes, capables de reconnaître les antigènes du donneur. Alors on parle de délétion clonale. Délétion veut dire élimination et clonale veut dire élimination d'un clone de lymphocyte. Et on s'est aperçu qu'en faisant des injections importantes d'antigènes du donneur chez un patient receveur bien avant la greffe, on va finalement détruire, enfin provoquer la délétion, la disparition des lymphocytes capables de réagir contre les antigènes du donneur. En fait, ils sont plus ou moins sollicités par ces injections répétées d'antigènes du donneur, ils sont activés, puis en fait, ils vont disparaître. Bon, tout ça est subtilement dosé. Il ne faut pas évidemment qu'il y ait de cellules mémoire qui se forment. Et dans certains cas, ça fonctionne, et donc on peut le faire avant la greffe pour éliminer les lymphocytes qui pourraient réagir contre les antigènes du donneur. Donc ce mécanisme d'induction de tolérance permet d'obtenir chez le patient receveur une sorte d'état de tolérance immunitaire vis-à-vis du patient donneur et donc du greffon ou du transplant.